C'est l'heure de nous rejoindre en plénière, puisqu'on va commencer une intervention vraiment sur le cœur de notre sujet aussi, de ce salon, qui sont les achats responsables. Donc pour ce faire, je vais appeler sur ma table, on peut leur mettre un petit jingle d'ailleurs, je vais appeler Agnès Buterlin, qui est directrice finance, achat et RSE de Terega. Je vous en prie, montez avec nous sur scène. J'appelle aussi Baptiste Bernella. Vous êtes vice-président au développement économique et élu de la ville de Poitiers, et vous êtes en particulier sur les sujets notamment de la commande publique responsable. Je vous en prie, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Et puis on a avec nous en visio Monsieur Philippe Mangeard de GCI. GCI, c'est Global Climate Initiatives. Vous en êtes le président et le fondateur. Merci aussi d'être avec nous. J'ai l'impression que vous nous entendez bien. Est-ce que nous, on vous entend bien? Ah, c'est parfait. Bon, très bien. Eh bien, merci à vous d'être avec nous. Donc, vous le comprenez, sur cette table, l'enjeu, elle est de pouvoir avoir un certain nombre de... Ne vous inquiétez pas, ça va. D'avoir plusieurs points de vue, à la fois le point de vue d'une ETI comme Terega, et sur la façon dont, en effet, vous questionnez ce sujet et vous l'actionnez par ailleurs. Merci d'ailleurs au passage, puisque Terega a un lien avec NeoBusiness depuis quelques temps. Au-delà du fait que vous êtes exposant sur ce salon, il y a aussi le fait que Terega, et je pense aussi une partie de Terega Solutions, avait témoigné sur NeoBusiness qu'on avait fait en juillet dans l'entreprise ACMO dans le Sud, et on avait parlé intelligence artificielle et data science au service de la performance de l'entreprise. Je sais que Terega a aujourd'hui des activités dans ce domaine et ils sont exposants aujourd'hui. Donc vous pouvez aller les voir. Donc on continue cette relation et vous nous direz aussi tout à l'heure un petit peu quel est votre point de vue, vos actions sur le sujet. Le levier de la commande publique, on en parlera tout à l'heure. C'est important qu'on parle à la fois achat responsable sur la dimension environnementale, mais aussi sociale. La dimension sociale, on la traitera aussi beaucoup cet après-midi sur la table de 14h. On a une table qui s'appelle Socialement Vôtre qui sera dédiée. On aura des acteurs comme 3R que vous connaissez avec nous. Et puis, il était important aussi qu'on ait avec nous donc Monsieur Mangeard, qui connaît bien ce sujet justement de la décarbonation des achats notamment. GCI a produit il y a encore peu de temps un rapport. Et vous allez nous en faire d'une certaine manière aussi un extract. On a quelques slides avec nous et vous n'êtes pas que responsable de GCI par ailleurs. Vous avez un nombre de casquettes et de créations d'entreprises importants. Vous avez des fonctions importantes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect-là de votre métier qu'on va questionner. Et vous avez à la fois aussi un peu la position finalement aussi d'offreur, puisque GCI est là pour apporter aussi des solutions aux entreprises. Vous n'êtes pas les seuls, mais on a trouvé extrêmement intéressant cette dimension et ces rapports que vous avez produits récemment et cette façon d'accompagner les entreprises. Et donc ça peut nous permettre, y compris pour commencer cette table, on va vous laisser dérouler sur votre discours, parce que ça va nous permettre justement de reposer un peu un enjeu autour justement de comment rendre les achats plus responsables, notamment au travers du sujet de cette décarbonation. Donc, je vous propose, Philippe, de pouvoir nous éclairer. Voilà, donc je dirais que la semaine est bien organisée parce que vous avez eu 2 teasers cette semaine. Vous avez eu d'abord M. Macron, qui a convoqué 50 grandes entreprises pour la décarbonation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hier, vous avez eu le président de Carrefour qui a agi pareil en disant que tous les fournisseurs qui ne seraient pas engagés à réduire leurs émissions de carbone seraient éliminés du portefeuille achat de Carrefour. Pourquoi? Parce que vient d'apparaître enfin un mot que tout le monde a attendu, notamment nous, on écoute depuis une douzaine d'années, qui s'appelle la compétitivité carbone, qui devrait être, et qui sera, à mon avis, la nouvelle exigence fondatrice d'un nouveau comportement des acheteurs dans les entreprises. Cette décarbonation des achats est indispensable parce que, comme on va le voir sur la slide suivante, ce sont les achats qui pèsent le plus lourd dans le poids carbone des entreprises. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone? C'est suivant la méthodologie qui est par essence, elle est de 1990, c'est le Greenhouse Gas Protocol, adapté par l'ADEME dans les années 2006 pour la méthode type bilan carbone, mais les fondamentaux sont toujours là. Il y a 3 scopes dans un bilan carbone. Il y a le scope 1 qui sont les énergies qu'on brûle directement, le gasoil, l'essence, le fioul. Le scope 2,
c'est les émissions indirectes de l'énergie qu'on achète, l'électricité, le chaud, le froid. Et le scope 3, c'est tout le reste. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Hein. Et ça va jusqu'à l'utilisation des produits vendus, le déplacement, etc. Mais surtout, avec un énorme pavé qui s'appelle les achats. Des achats de transport, des achats de matières, des achats de produits, etc., etc. Et cette lourdeur, cette complexité a expliqué que la loi Grenelle 2 en 2012 avait évité de rendre obligatoire ce reporting du scope 3 parce que certains esprits bien malins avaient dit c'est trop compliqué, il vaut mieux pas le faire. Il valait mieux rien faire carrément pour exagérer puisque c'est là que se passe l'essentiel des possibilités de réduction de l'empreinte environnementale des entreprises et des collectivités. La slide suivante, s'il vous plaît. De fait, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone? Là aussi, on a un peu compliqué le jeu. Les Américains, les Anglo-Saxons, d'une manière générale, parlent de Greenhouse Gas Protocol. Excusez-moi, de Greenhouse Gas Inventory. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Greenhouse Gas Balance. Le bilan carbone est simplement un inventaire carbone. C'est la simple addition des émissions de chacun des postes de l'entreprise. C'est donc aussi simple à faire qu'un inventaire classique. Ça, il faut bien le comprendre, et comme ça, on a déculpabilisé, décomplexé n'importe quelle organisation publique-privée de n'importe quelle taille. Nous, on fait ça depuis 12 ans. On a des entreprises qui ont 2 salariés, on a des entreprises qui ont 200 000 salariés. C'est toujours la même chose. Un bilan carbone, c'est un inventaire carbone. Il s'agit simplement d'identifier les postes d'émission, et c'est à ça que sert la plateforme GCI. Ensuite, d'affecter les bons facteurs d'émission, et c'est là que sert la plateforme GCI, de faire les bons calculs, de rédiger un bilan carbone, et puis surtout, de rédiger un plan d'action de réduction. Et là aussi, la plateforme GCI permet de le faire. Ce qui veut dire en clair que toute personne qui sait faire un inventaire, sait faire un inventaire carbone, donc sait faire un bilan carbone grâce à cette plateforme. Et donc, sur la slide suivante, se permettre, une fois qu'on a fait ce bilan carbone qui n'est qu'un point de démarrage, d'attaquer la falaise, d'attaquer ce qui est essentiel, améliorer sa compétitivité carbone, c'est-à-dire réduire son poids carbone. Et là, c'est simple, il y a 2 comportements. Un comportement bien logique, de bon père de famille, à la chasse au gaspillage, la chasse au gaspillage qu'on commence à connaître maintenant. On va avec ça, évidemment, détecter des surconsommations, des mauvaises consommations d'emballage, de transport, de différentes choses. C'est très intéressant parce que, d'une part, ça va faire gagner de l'argent, et puis d'autre part, quelques pourcentages de CO2, mais ça ne suffira pas, ça ne suffira jamais. Ce qu'il faut faire, très rapidement, c'est aller à la pêche aux facteurs d'émission de ses propres fournisseurs. C'est là que se passe la clé du comportement des nouveaux acheteurs. Et inversement, il faut bien comprendre, toute entreprise qui est vendeur un jour est acheteur le lendemain. Donc ça veut dire que même l'entreprise doit se servir de ce raisonnement d'expression d'un facteur d'émission propre à ses produits ou à ses services pour améliorer sa compétitivité globale grâce à cette compétitivité carbone démontrée. Il y va de la pérennisation de sa chaîne d'approvisionnement et il y va bien sûr de sa compétitivité au sens global. Slide suivante. Pour ce, il faut choisir le bon facteur d'émission, c'est-à-dire que toute personne qui démarre un bilan carbone, un inventaire carbone, va le faire tranquillement en utilisant, comme tout le monde, les facteurs d'émission de la base carbone en France, de la base éco-invent en Suisse, de la base ETP, etc. Donc il existe nombre de bases sérieuses référentes pour les facteurs d'émission des produits ou services, mais évidemment, la limite est vite atteinte. À la base carbone de l'ADEME, c'est 7000 facteurs d'émission. Comment voulez-vous, avec 7000 facteurs d'émission, donner des facteurs d'émission précis pour des centaines de millions de produits et services? Donc, heureusement, l'ISO 1467 est né en 2019 pour permettre aux entreprises à la fois de valoriser leur propre performance carbone en calculant elles-mêmes le facteur d'émission des produits et services qu'elles délivrent, et surtout va permettre aux acheteurs de rajouter au fameux rapport qualité-prix, maintenant le triptyque, ça va être rapport qualité-prix et poids carbone, parce qu'il y va, on le répétera jamais assez, de la compétitivité carbone et de la pérennité de l'entreprise. Donc, deuxième point, la qualité, ça sert toujours dans les achats. En valorisant les fournisseurs qui font des efforts pour calculer leur bilan carbone, réduire leur empreinte carbone, communiquer sur leur facteur d'émission, on va avoir des fournisseurs sérieux, pérennes, qui vont contribuer à l'entreprise. Le mot-clé aujourd'hui entre acheteurs et fournisseurs, c'est partenariat, et le carbone sert à ça. Slide suivante.
On voit là s'installer maintenant un cercle vertueux entre des utilisateurs de plus en plus nombreux de la plateforme et d'une manière générale du calcul de bilan carbone qui demandent tranquillement à leurs fournisseurs de calculer leur facteur d'émission. Là-dessus, il y a trois catégories de fournisseurs, ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux. Ceux qui vont le faire grâce à la plateforme au travers d'un bilan carbone qui va leur permettre de calculer. Et puis ceux qui traînent un peu des savates et à qui on va dire ce n'est pas un problème. Vous pouvez gratuitement sur la plateforme GCI calculer le facteur d'émission de ce que vous me vendez. Ainsi, je serai content, je verrai votre performance carbone. Et vous n'aurez consacré que 0 € et quelques 20 minutes de votre temps pour calculer un critère qui est pour moi essentiel dans ma politique d'achat. Slide suivante. Et c'est là que se glisse la rigueur nécessaire à une stratégie bas carbone réussie. Il faut absolument qu'à ce moment-là, évidemment, les calculs faits et proposés par les fournisseurs aient été établis en respectant cette fameuse norme ISO 14067, elle-même issue du Greenhouse Gas Protocol, et ne pas se contenter, comme on le voit malheureusement souvent, de simples engagements, type engagement RSE, oui, je fais des efforts pour le carbone, oui, je fais des efforts pour l'énergie. Non, aujourd'hui, un facteur d'émission composite, un facteur d'émission par unité d'œuvre, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais c'est quelque chose de très sérieux, opposable au tiers, c'est-à-dire transparent et auditable, suivant la norme ISO 14067. Et la slide suivante nous permet de dire qu'on bascule aujourd'hui la stratégie responsable des entreprises, la RSE, le développement durable, on transfère cette responsabilité, et c'est intéressant, aux directeurs achats. Ce sont les directeurs achats qui deviennent les patrons de la trajectoire éco-responsable des entreprises. Et ça, c'est important parce qu'il est clair qu'un directeur achat va avoir plus de pouvoir qu'un directeur RSE, un directeur développement durable. C'est malheureux de rester comme ça. Et puis, ce directeur achat va être conforté dans cette décision de choisir des fournisseurs légers en carbone parce que le directeur financier, lui, a compris qu'avec l'élargissement des quotas carbone depuis juillet 2022, 2021 et l'arrivée de la taxe carbone promise pour les 27 depuis mars 2022, il va y avoir une assiette fiscale carbone très importante à horizon 2 ou 3 ans. Et c'est simplement avec ces achats responsables, ces achats décarbonés, qu'on va pouvoir réduire cette assiette fiscale carbone. Donc, il faut agir tout de suite, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est la dernière slide, je pense. Ouais. Donc, l'idée de faire un bilan carbone, pourquoi ne pas le faire avec nous? Pourquoi, finalement? Parce qu'il faut contribuer chacun les uns les autres à sa hauteur, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Il faut entraîner son entreprise vers le schéma de piste de réduction des émissions et très intéressant pour le compte d'exploitation. Il faut apprendre à communiquer positivement, mais sérieusement sur ces sujets pour améliorer à la fois sa marque employeur et sa relation avec ses fournisseurs et ses clients. Et puis, de la contrainte bâton, il y aura des taxes, il y aura des quotas réduits, il y aura de la taxe carbone import, de la taxe carbone export, il y aura de la réglementation, il y en a déjà beaucoup. Depuis le 1er juillet 2022, non seulement on est obligé de faire un reporting complet sur les 3 scopes, mais on est obligé de démontrer qu'on est sur une trajectoire bas carbone. Et la conséquence de tout ceci, c'est que toute entreprise va tôt ou tard, plutôt tôt que tard, être soumise dans les appels d'offres à afficher clairement la couleur, c'est-à-dire afficher clairement qu'elle fait son bilan carbone et qu'elle est clairement sur une trajectoire bas carbone. Donc, ceci ne se fait pas un jour. Il est temps, voire urgent, que chaque entreprise, de la TPE au grand groupe, on n'a pas besoin de le souligner, de la TPE, PME, ETI, s'engage très fort dans cette décarbonation des achats à vocation unique d'améliorer sa compétitivité carbone. Et je pense que j'ai fini, sauf qu'il y a encore une slide. Non, j'ai fini. Et donc, la logique à courir un peu, inspirée par Mao Tse-tung qui disait « Ne me donnez pas du poisson, apprenez-moi à pêcher ». GCI n'est pas un cabinet de consultants, GCI est une plateforme dont la baseline est « Ne me faites pas mon bilan GES, apprenez-moi à le faire ». C'est ce qu'on garantit à ce jour et depuis des années à nos milliers d'utilisateurs. Merci de m'avoir donné la parole et je suis à votre disposition pour échanger. Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage, c'est très clair et ça vient en effet conforter aussi maintenant des interventions qu'on a eues là depuis maintenant une journée et demie, où très clairement on parle de s'engager, que les grandes entreprises ont des obligations mais que ça va finir par ruisseler. Hier soir on avait un temps aussi qui parlait de la performance extra-financière des entreprises et de la comptabilité verte et on voyait bien qu'en effet on n'y est pas encore mais que c'est des choses qui rentrent et qui vont s'imposer d'une manière ou d'une autre
d'abord aux plus gros et ensuite ruisseler aussi d'une certaine manière dans les chaînes de valeur sur les plus petits, et qu'il y a un vrai enjeu à dorénavant s'engager là-dedans. Hier, c'était Amélie Poncin de BPI France aussi qui nous disait que très clairement, une entreprise qui ne sera pas engagée dans une réflexion et les actions sur ces transitions sera potentiellement perçue comme une entreprise à risque, parce qu'elle n'aura pas justement engagé ça, et qu'elle attendra potentiellement les murs avant de réagir, et que ça sera regardé très clairement en termes d'investissement. Donc ce que vous nous dites est très clair et rejoint ça. Restez avec nous, Philippe. Je vais passer maintenant la parole à Agnès Butterlin. Est-ce que vous vous retrouvez évidemment dans ce qu'évoque Philippe Mangeard? Et puis surtout, dites-nous comment en effet Teréga aborde ça concrètement. Dites-nous aussi éventuellement d'où vous venez, parce que sur votre titre, vous êtes directrice à la fois finance, achat et RSE pour Teréga. Et ça a du sens. On voit bien à la fois que le sujet RSE et achat aussi se raccroche à autre chose. C'est vraiment intéressant. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit mot sur Teréga pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Teréga, c'est une entreprise qui est basée à Pau. Nous sommes gestionnaires de transport et de stockage de gaz sur 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec, je dirais, un maître mot autour de la transition énergétique, donc développement des nouveaux gaz, autour de l'hydrogène, du biométhane, et comme vous l'avez mentionné, effectivement, une nouvelle entité qui s'appelle Teréga Solutions, qui est présente à ce salon, et qui développe nos nouvelles BU autour de l'hydrogène, biométhane et également digital. Ouais. Voilà. En ce qui me concerne, effectivement, oui, donc j'ai le plaisir d'avoir la finance, les achats et la RSE. La RSE, c'est un peu plus récent, c'est depuis l'année dernière. C'est un choix qu'on a fait au niveau de l'entreprise, en considérant finalement que ce sujet RSE, qui est un sujet historique chez Teréga, qui a toujours été, et ça fait des années, un sujet qui a été intégré dans la politique de l'entreprise, mais qui devenait de plus en plus un sujet important d'une part, mais aussi où il y avait une notion aussi d'être en capacité de compter, de se fixer des objectifs. Et c'est vrai que la finance a cette capacité à transformer des belles idées, à un moment donné en des objectifs, des KPI, et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix-là. L'autre raison, c'est aussi que nos parties prenantes nous demandent de plus en plus de comptes. Nous, on est une entreprise qui investit beaucoup, donc on a une dette, on a des émetteurs obligataires qui nous interrogent très régulièrement sur nos politiques en termes de RSE. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir à la fois être côté finance et côté RSE pour être en capacité d'expliquer ce que l'on fait au plus près, c'est quelque chose qui également qui aide. Pour peut-être faire le lien avec la première intervention, donc il y a beaucoup de choses que je retrouve dans notre démarche. Donc nous, je dirais assez classiquement, on a commencé par regarder nos émissions en termes de scope 1, scope 2, donc les émissions qu'on regarde de la manière la plus directe, parce que c'est celles qui sont produites par nos propres process de production. Dans le cas d'une entreprise comme la nôtre, c'est la partie en particulier des émissions méthane qui représente une part importante. On a commencé à travailler dessus déjà il y a plusieurs années, puisqu'on a réduit nos émissions de 50% entre 2012 et 2020, donc c'est déjà des chiffres importants. Et puis dans un deuxième temps, on s'est dit, mais scope 1, scope 2, c'est très bien, mais il manque quand même un élément, c'est le scope 3. Donc ça, c'est un élément sur lequel j'ai pas mal insisté l'année dernière au sein de notre comité de direction. Et on s'est dit, il nous faut un plan, mais la meilleure manière de faire ce plan, c'est déjà d'être en capacité de mesurer ces émissions scope 3, qui sont pour l'essentiel liées aux achats. Il n'y a pas que les achats, mais parce qu'il y a des parties transport et autres, mais la partie achat est quand même une partie importante. Parce que pour réduire, il faut mesurer. Donc on a démarré déjà un premier élément qui était de sensibiliser nos fournisseurs. On a un forum fournisseurs qui se tient tous les 2 ans, où on invite quasiment l'intégralité de nos fournisseurs à Pau. Et on leur a passé un message qui était un double message, l'un qui est sur la sécurité, parce que la sécurité, ça fait aussi partie de la RSE, et leur demander d'être exemplaires dans la partie sécurité. Et puis on leur a dit que la question environnementale était aussi un élément essentiel, et qu'on allait avoir des demandes qui seraient assez différentes dans le futur, et que ce serait un élément qu'on intégrerait pleinement dans le choix de nos fournisseurs. Donc c'est quelque chose qui était un message extrêmement fort qui leur était passé, qu'on allait aussi les aider, et qu'on comptait aussi sur eux pour se professionnaliser, pour être en capacité de réduire leurs émissions demain, parce qu'on a dans notre portefeuille de fournisseurs des
des fournisseurs vraiment de taille extrêmement variable, des grandes entreprises internationales qui connaissent par cœur Scope 1, Scope 2, Scope 3, et d'autres entreprises à qui Scope 1, Scope 2, Scope 3 découvraient quasiment au forum fournisseur l'existence de ces termes. Donc des degrés de maturité vraiment extrêmement différents. Et puis on a entamé un chemin sur la mesure de ce Scope 3. Alors j'émettrais peut-être un petit bémol par rapport à l'intervention de M. Mangeard, c'est quand même pas si simple que ça quand même. Donc ça reste malgré tout plus compliqué de calculer un Scope 3 que de calculer un Scope 1 et un Scope 2. On a d'ailleurs fait appel à un consultant qui nous accompagne et on est un petit peu au bout du chemin là, après on va dire quand même 6 mois de travail. Pourquoi ? Parce qu'on voulait, quand on calcule un Scope 3 et donc les émissions des achats, je pense que ça a été un petit peu expliqué juste avant, mais on peut le calculer de manière différente. Et si on veut le faire de manière assez précise, c'est quand même plus compliqué. Enfin, et on doit quitter ce qu'on appelle les éléments monétaires. Donc, c'est en gros, les éléments monétaires, c'est j'achète pour 1 euro d'une marchandise. Et donc, si on déduit mon émission, mon Scope 3, si on veut rentrer dans des choses plus précises, voilà, ça suppose de découper ces activités de manière assez fine. Mais c'est en même temps la seule manière pour pouvoir, à long terme, réduire ces émissions. Puisque si on n'est pas assez fin dans la mesure, on ne sera pas fin dans la réduction des émissions. Et tant que vous n'avez pas fait cette mesure-là, vous ne pouvez pas fixer les objectifs. Exactement. Donc on est exactement là. Notre objectif, c'était d'ici fin décembre de se fixer un objectif de réduction. On est en train d'arriver à la fin de la phase de mesure pour justement se fixer les objectifs derrière, parce qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Et peut-être dernier élément, et après j'aurai l'occasion d'évoquer d'autres choses, c'est quand même assez flagrant de voir, nous on avait fait des premiers calculs plus sur des éléments monétaires, et aujourd'hui, on est en train de voir qu'en faisant un calcul plus précis, on réduit les émissions quasiment de 60 ou 70%. Ça veut dire quand même que la manière dont on fait les calculs conduit quand même à des résultats extrêmement différents. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sensible. Donc sans avoir rien fait en termes, je dirais, de réduction, déjà, en fait, la mesure elle-même fait changer les résultats de manière très significative. Voilà, je laisse peut-être la parole à... Oui, peut-être sur un point, vous parliez de vos fournisseurs et du forum que vous avez, qui est une manière aussi de les accompagner pour qu'en effet, eux ne subissent pas d'une certaine manière, mais que ça les engage aussi petit à petit dedans. Parce que là, on parle achat responsable, on parle décarbonation des achats, mais dans la dimension aussi achat responsable, il y a le fait aussi que vous avez peut-être un pool de fournisseurs sur leur empreinte carbone. Ça ne fait pas tout le fait qu'ils soient locaux, par exemple, mais est-ce qu'il y a aussi cette dimension dans la responsabilité qui est aussi de travailler de plus en plus sur le territoire Oui, alors clairement, ce qu'on a choisi de faire, par exemple, au forum fournisseur, après avoir passé un message un petit peu général en plénière, c'est on a fait des ateliers l'après-midi. L'un d'entre eux, d'ailleurs, était animé par quelqu'un de l'ADEME pour aussi faire un travail pédagogique sur c'est quoi un bilan carbone et aussi les aider dans ce domaine-là, puisque je pense que c'est aussi le rôle de l'entreprise à la fois de mesurer, de réduire, mais d'accompagner ses fournisseurs, puisque certains ont des capacités différentes des autres, aussi de leur expliquer ce qui peut être plus ou moins sensible dans les effets de réduction. Donc ce rôle-là, on considère essentiel de le jouer, d'une part, et d'autre part, on leur a aussi proposé, pour ceux qui étaient plus motivés, d'être ambassadeurs. Donc on fait un travail aussi avec un certain nombre de fournisseurs. Intéressant aussi de signaler, on avait fait une petite enquête pour mesurer un petit peu là où est-ce qu'ils en étaient. Sur une vingtaine de fournisseurs représentant un peu l'ensemble de nos besoins. Alors nous, on a des besoins à la fois sur des travaux, des besoins de services. Donc on a un panel finalement assez large de fournisseurs. On en avait la moitié qui étaient déjà capables de calculer un bilan carbone, alors plutôt Scope 1, Scope 2. Qui était capable aussi de nous fournir quel serait l'impact CO2 de ce que l'on lâche. Enfin, voilà, je vais pas y arriver. Ce qui était acheté par nous, voilà, je vais le faire comme ça. Et l'autre moitié, voilà, n'était pas encore en capacité de le faire, ce qui veut dire qu'il y a quand même encore un travail important côté fournisseur pour avoir cette maturité, d'être en capacité effectivement de calculer un bilan carbone. Mais je me rejoins Monsieur Mangeard, c'est clairement effectivement quelque chose qui va arriver très vite. Et on le voit dans le domaine de la transition énergétique, l'accélération est extrêmement importante. C'est-à-dire que le Scope 3, il y a 3 ans, personne n'en parlait quasiment. Tout à fait.
Tout à fait. Ben, c'était un des constats qu'on faisait aussi. Nous, l'année dernière, on avait fait une première table sur la décarbonation. Et le business, on avait presque l'impression déjà d'utiliser un gros mot à l'époque. Et puis, on a bien vu qu'en quelques semaines, quelques mois, évidemment, le sujet est replacé au cœur. Une dernière question, mais ça sera aussi une question pour M. Bernella. Sur les équipes, hier, on avait Arnaud Connefroy de Ceva Santé Animale, directeur des achats du groupe, qui était avec nous et qui évoquait le fait qu'à un moment donné, il y avait aussi un changement un changement de culture très important pour les acheteurs, en fait, qui passait d'une fonction presque cost-killing à quelque chose où, justement, on était sur une problématique très transversale et qui n'avait plus questionné que seulement les acheteurs, mais bien toute l'entreprise, et que c'était donc un changement important. Est-ce que ça se traduit, justement, dans vos équipes, dans la façon dont, aujourd'hui, vous formez ou recrutez dans les équipes? Alors, vous êtes une ETI, c'est peut-être différent pour des PME, mais c'est, je pense, un élément important. Oui, je pense que pour nous, ce n'est pas un changement quand même majeur au sens de vraiment d'un virage extrêmement significatif, parce qu'on est une entreprise qui avait déjà un rôle de responsabilité territoriale assez importante, avec des choix qui n'étaient pas toujours le choix du prix pour le prix, mais avec une notion de qualité qui était importante, parce qu'on est sur des sujets sensibles de sécurité d'approvisionnement, voilà, où à un moment donné, on ne peut pas être sur nécessairement... Le matériel le moins cher s'il n'est pas en capacité de tenir dans la durée. Donc on avait les notions aussi de sécurité qui étaient déjà extrêmement présentes. Donc je dirais que les acheteurs avaient déjà dans les choix des fournisseurs l'intégration de beaucoup de critères qui n'étaient pas que des critères financiers. Donc je dirais que ce critère-là vient s'ajouter mais ne change pas fondamentalement la philosophie de l'acheteur chez Terega. Mais ça, je dirais que ma réponse n'est pas forcément une réponse qui vaudrait pour toutes les entreprises. Mais, parce que la culture de Terega était déjà oui, ça. Exactement. Très bien, merci beaucoup. On va enchaîner en effet avec Bastien. Vous représentez plutôt justement la partie achat public qui est importante pour les entreprises du territoire, puisque de ce que je comprends, le Grand Poitiers aujourd'hui a défini ce qu'on va appeler une feuille de route, qui est le SPASER, mais vous allez nous en dire un peu plus, et qui peut avoir un impact fort justement et un rôle de la commande publique auprès des entreprises du territoire. Donc merci déjà d'être avec nous, de représenter aussi Poitiers. On avait déjà d'une certaine manière une représentante de Poitiers avec Anaïs Voigilis tout à l'heure. On ne fait pas de favoritisme, mais voilà, on avait très envie de savoir un petit peu aussi où est-ce que vous en êtes côté Poitiers là-dessus. Oui, alors merci pour l'invitation tout d'abord. Donc c'est vrai que je suis assez persuadé du rôle que jouent les acheteurs publics dans les enjeux de transition et du levier que représente la commande publique responsable. Dans le cadre des compétences des collectivités, donc moi je suis à la fois élu à la ville de Poitiers et à la communauté urbaine de Grand Poitiers. On a des volumes d'achats qui sont importants, on construit des écoles, on achète des denrées alimentaires pour la restauration scolaire, on construit des routes, on achète des prestations intellectuelles, donc on a tout un tas d'achats sur des segments qui sont très différents et qui, mis bout à bout, représentent des potentiels de développement qui sont importants. Et au-delà du rôle de la collectivité, on s'est engagé depuis le début du mandat à une coopération territoriale sur la question de l'achat public avec d'autres donneurs d'ordre, puisqu'on a sur un territoire différents partenaires dans le champ du secteur public. Et donc on a engagé un travail depuis maintenant 18 mois avec le CHU de Poitiers, l'Université de Poitiers, le Crous, notre bailleur social Equidom, notre régie de transport Vitalis et puis la CEP qui est notre SEM d'aménagement pour conduire ensemble un diagnostic sur la commande publique responsable et puis voir les segments sur lesquels on peut travailler ensemble. Et cette impulsion-là, au-delà du rôle de la collectivité, mais des donneurs d'ordre public est une démarche assez inédite et vraiment productive nous sur le territoire. Peut-être un chiffre sur les grands donneurs d'ordre que j'ai cités là. La commande publique représente, les achats de ces institutions-là, c'est en moyenne 480 millions d'euros par an. Donc un demi-milliard, dit autrement, sur une ville moyenne comme Poitiers. Donc vous voyez un petit peu le levier que ça représente en termes d'achat. Au niveau national, c'est 10% du PIB, l'achat public, ministère, région, collectivité. Donc on est vraiment sur un volume très important.
On travaille sur trois objectifs principaux qui sont assez classiques dans les documents, feuille de route commande publique responsable, et après qu'on fait vivre différemment d'un territoire à l'autre. Le premier pilier, c'est la dimension sociale de l'achat public. Donc comment on peut faire de l'insertion, notamment de personnes éloignées de l'emploi à travers la commande publique, en inscrivant des clauses sociales, en ayant des marchés réservés avec nos structures d'insertion ou avec des entreprises adaptées ou ESAT sur le handicap. Donc ça, c'est un premier sujet qui est peut-être pas prioritaire aujourd'hui. Le deuxième, c'est celui évidemment de la transition écologique et la capacité qu'on a via des outils type clause, encore une fois avec les clauses environnementales, d'essayer de responsabiliser finalement notre achat et puis d'engager la transition aussi des acteurs qui répondent à nos marchés. Alors peut-être avec, excusez-moi je vous coupe, mais peut-être avec d'autres dimensions qui ne sont pas seulement sur le sujet de la décarbonation et du carbone, mais aussi peut-être, je ne sais pas, sur le respect de la biodiversité. Oui, alors biodiversité, la gestion des déchets sur nos chantiers, la question du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Quand on parle de numérique aussi, créer un site web, on peut le faire de différentes façons et la question du numérique responsable est aussi une question. Donc voilà, on peut faire vivre les clauses environnementales dans tout un tas de segments d'achat de la collectivité. Et le troisième pilier, c'est celui du développement économique et des retombées locales de la commande publique. Alors même qu'on n'a pas la possibilité de discriminer d'un point de vue géographique quand on lance une consultation. Donc les principes fondateurs de la commande publique, puisque tout ça est très encadré par la loi et le code de la commande publique, c'est transparence des procédures et libre concurrence. Donc on ne peut pas dire on lance un marché et on veut que l'attributaire soit local, mais en faisant un sourcing de qualité, en travaillant avec les acteurs locaux et puis en anticipant et en programmant nos marchés, on peut faire en sorte de renforcer la réponse d'entreprises locales. Peut-être un zoom sur un segment d'achat, celui du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Donc là, c'est un chantier prioritaire qu'on a lancé avec les grandes maîtrises d'ouvrage publics. Donc évidemment, nous, on construit des hôtels d'entreprise, on construit des écoles. On a le CHU qui a un patrimoine immobilier très important, l'université, le Crous qui doit s'occuper des résidences universitaires, de ces restaurants universitaires, et notre bailleur social Equidom qui a 12 000 logements. Donc ensemble, on pèse un poids considérable dans le marché local du bâtiment. Et donc forcément, quand on décide de faire du réemploi un sujet ensemble, on pèse sur les pratiques des entreprises qui sont avant tout nos partenaires, mais les fédérations de bâtiments, on a la force économique de mettre à l'ordre du jour un sujet parce qu'on l'a décidé collectivement en tant que donneur d'ordre et maîtrise d'ouvrage public. Comment on travaille concrètement sur ce sujet avec les différentes institutions que j'ai citées? On est en train de constituer via un accord cadre commun, puisque les grands donneurs d'ordre vont adhérer à notre centrale d'achat, Grand Poitiers, et donc tous les marchés qui seront dans la centrale d'achat peuvent être utilisés par l'ensemble des donneurs d'ordre qui travaillent avec nous. Donc on va avoir un closier commun, donc à travers ce qu'on appelle le PEMD, donc sur un diagnostic pour faire du réemploi. On aura un document commun qui sera le même que le bâtiment, la maîtrise d'ouvrage, soit le CHU, la collectivité, l'université, le Crous-nous, ce qui permet d'avoir une interopérabilité et puis une façon d'accueillir la question du réemploi côté entreprise de la même façon, quel que soit le donneur d'ordre. Donc ça fait partie typiquement des objectifs qu'on se donne. Et ce qui est très important, mais c'est vrai sur plein de segments d'achat, c'est de phaser un petit peu et de pas être trop ambitieux d'emblée sur une politique environnementale, sinon il y a un risque d'effet d'éviction du local. Parce que si en face votre filière n'est pas structurée pour répondre à un volume d'activité, vous allez peut-être favoriser plutôt du non local parce qu'en face, les gens sont pas prêts. Je parlais de restauration collective tout à l'heure. Si on dit d'emblée on veut 100% de bio, c'est certain que la part du local va diminuer parce qu'aujourd'hui, les producteurs locaux ne sont pas en capacité de fournir du bio à hauteur de nos besoins. Donc il y a vraiment un besoin de coordination aussi entre nous, donneurs d'ordre public, et les entreprises pour pouvoir mettre le curseur au bon niveau et puis avancer ensemble sur l'amélioration de nos pratiques. C'est ça, donc davantage dans la collaboration et pour mieux définir ce space-là derrière. Est-ce que, là on parle du cas Grand Poitiers, est-ce que d'avancer, de définir aussi précisément, c'est quelque chose qui devient un standard aujourd'hui dans d'autres agglomérations, dans d'autres métropoles, ou malgré tout dans la façon de le faire et de l'aborder, d'aller suffisamment loin, vous êtes pionnier?
Alors, forcément, j'ai envie de vous dire qu'on est pionnier. Il y a une actualité réglementaire qui, de toute façon, est favorable et incitatif pour l'ensemble des collectivités et des donneurs d'ordre. Donc, avec la loi climat résilience, AGEC, Egalim, on a des incitations à avancer dans ces directions-là. L'originalité, je pense, à Poitiers, c'est le fait qu'on ait engagé une coordination territoriale avec les autres donneurs d'ordre pour avoir des réflexions d'emblée qui dépassent les besoins de la collectivité. Donc ça, je pense que c'est d'une certaine façon voilà, innovant. Après, les sujets qu'on va adresser, ils restent assez classiques et ils intéressent l'ensemble des collectivités. Donc, bon, je parlais du réemploi, l'économie circulaire de façon plus large, et une préoccupation aujourd'hui, et il y a une opportunité via la commande publique responsable de travailler la structuration de filières. Donc c'est des sujets qui traversent de façon assez systématique l'ensemble des collectivités, je pense. Alors je pense que c'est important aussi à ce stade de la table qu'on évoque. Alors vous faites partie d'un réseau particulier qui est Réseco, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, et ils sont présents avec nous aujourd'hui. Ils seront sur la table aussi cet après-midi sur les achats socialement responsables. On a une association qui s'appelle 3AR, que vous ne connaissez peut-être pas tous ici. D'ailleurs, on en a des adhérents, puisqu'on a ici la Bordeaux Métropole, le Conseil départemental de la Gironde, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le GCH Achat, que vous avez peut-être repéré, qui est une centrale d'achat sur des sujets santé, qui travaille avec des CHU. Et donc 3AR, là, je ne sais pas si Anne Benz est avec nous, non, j'ai déjà, si Anne, qu'on retrouvera tout à l'heure sur l'atelier, et aussi un acteur de l'accompagnement pour les collectivités territoriales en Nouvelle-Aquitaine dans ce type de démarche. Donc c'est important de le rappeler. Vous pourrez lui poser peut-être des questions tout à l'heure ou la croiser. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi qu'on a aujourd'hui des enjeux. 3AR sera par exemple demain aussi un guichet pour accompagner les collectivités sur ces sujets. On l'a vu à travers les entreprises et le fait de dire on a besoin que des grands donneurs d'ordre puissent accompagner leurs fournisseurs, voire les former. On l'a évoqué aussi ça même hier avec d'autres acteurs. Donc comme pour d'autres types de transitions, comme sur la transition digitale, ce besoin d'accompagnement, de suivi, il va être en effet extrêmement fort parce que c'est pas tout à fait naturel, on le voit bien, encore plus pour des petites entités, de pouvoir se lancer dans ces démarches. Le temps est en train de filer, il est 12h28. Je ne sais pas si Philippe Mangeard est encore avec nous. Et si, Philippe, toujours avec nous. Alors Philippe, je voulais vous demander peut-être une petite réaction par rapport à nos échanges suivants. Ah ben je nage dans le bonheur, on va tous dans la bonne direction, comme vous l'avez dit. Ça va vite en plus, il y a un an c'était un peu terrible. Alors imaginez moi qui ai créé cette société il y a 12 ans, dans quel désert j'étais. Donc aujourd'hui c'est du très bon qui arrive. Et pour répondre à madame, c'est vrai qu'avec un mauvais outil, on fait du mauvais ouvrage. Vous avez trouvé Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de faire du scope 3, vous avez parfaitement raison. S'il n'y a pas un outil qui permet d'interagir directement avec les bases de données, de faire des calculs de la sélection. Donc je vous encourage à regarder les outils. Avec un tableur Excel et un consultant, le scope 3 est impossible quasiment à faire. Il prend beaucoup de temps. Avec un outil interactif sur toutes les bases de données, un peu de savoir-faire, ça sera beaucoup plus confortable. Donc j'espère rendez-vous en 2023 avec vous. Bon, mais je vais rassurer, on a choisi un bon consultant, après un bel appel d'offres. Hein. Non mais le consultant, je ne critique pas. Nous, on a 90 consultants avec le même outil. On est présent dans 20 pays avec des consultants qui nous font vivre. Moi, je ne suis pas consultant. Je mets à disposition des consultants un outil. C'est pareil. Hein. Moi, c'est pas votre consultant, je serais ravi de le rencontrer. Peut-être un mot sur un sujet qu'on n'a pas évoqué, je pense qui fait partie ou pour moi des achats responsables durables, c'est la question des achats d'énergie. Oui. Et vous évoquiez, vous posiez la question tout à l'heure de la transformation du métier d'acheteur. Enfin, bon, en tout cas, ce que j'ai vu dans mes équipes, effectivement, c'est sur ce sujet-là une vraie nécessité à se transformer, parce qu'on avait, nous, l'habitude d'acheter notre énergie une fois par an, et il y avait finalement une volatilité des prix qui était nettement moindre, la hausse des prix n'était pas là. Et je pense qu'il y a eu un vrai choc pour beaucoup d'acheteurs, et je pense y compris même de direction générale, parce que quand on a une hausse des prix d'énergie tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est quasiment parfois la rentabilité de l'entreprise qui est en cause. Nous, on est notre facture d'énergie qui représentait jusqu'alors 15 millions d'euros. En 2023, c'est 30 millions. Donc on est sur des hausses qui sont majeures et qui n'étaient pas forcément anticipables. Bon, moi, je viens du domaine de l'énergie et
ayant été chez EDF avant, donc je veux dire, c'est des sujets que j'ai l'habitude de connaître depuis quelques années. Et je pense que l'intérêt dans tout ça, enfin, au-delà de la question de la transformation du métier d'acheteur, avec la nécessité d'être en capacité de mieux maîtriser ces sujets-là, alors qu'aujourd'hui, enfin hier, ils étaient confiés finalement aux fournisseurs d'électricité et de gaz et sans se poser trop de questions. C'est d'une part les questions autour des mesures de sobriété. Bon, c'est le sujet évidemment qui est extrêmement fort aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais c'est aussi se poser donc à la fois la question volume, mais aussi la question du comment. Et donc dans la question du comment, il y a toute la question autour du sourcing, des achats d'énergie renouvelable. Et je pense que c'est aussi le moment, et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont eu ce déclic à ce moment-là, alors pour des raisons parfois financières, mais à la limite peu importe, de se dire, oula, mais là il faut que je fasse quelque chose pour réduire mes factures d'énergie, mais au passage, je vais réduire mon bilan carbone. Donc c'est vertueux par la même occasion. Et je pense que voilà, il y a cet élément-là est quand même assez essentiel, parce que je pense que à la fois dans le bilan carbone, mais aussi dans le coût, il y a aujourd'hui sur les achats, c'est quand même un sujet d'achat qui est quand même extrêmement prégnant par rapport aux autres sujets d'achat aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises. Très bien. Baptiste, peut-être le mot de la fin de cette table, parce qu'on arrive à la fin. Oui, bah, peut-être l'importance de travailler en réseau sur ces questions. Hein. Vous avez cité 3AR, le Réseco. Enfin, on est aussi accompagné par de l'ingénierie un peu spécifique. Tout à l'heure sur le réemploi dont je parlais, voilà, on a un accompagnement INAE, CRES, ODIS. Je pense que l'enjeu, c'est d'aligner les pratiques par rapport à ce qui marche aussi ailleurs. Il ne s'agit pas de tout réinventer localement, mais aussi de se nourrir d'initiatives qui fonctionnent ailleurs et d'essayer d'aligner les pratiques d'achat par le haut en regardant ce qui marche. On voit bien qu'en effet, ce sont des sujets qui doivent booster des collaborations. Et ça sera d'ailleurs l'objet tout à l'heure à 14h, puisque en effet, Anne Benz de 3R animera aussi l'atelier, mais c'est bien au titre aussi d'un consortium entre la CRES, l'INAE et 3AR que cet atelier sera mené avec des chefs d'entreprise aussi. En effet, vous citez l'INAE, mais on aura aussi des gens qui représentent l'UNEA également. Merci à tous pour votre attention. Merci à ceux qui nous suivaient en ligne. Merci Philippe aussi à distance d'être intervenu dans ce salon. On va vous libérer maintenant pour un temps de déjeuner. Et puis, ceux qui ont réservé des lunchbox, vous pouvez les récupérer. Et puis, les autres, vous savez qu'il y a de l'offre sur le territoire. Et on se retrouve tout à l'heure à 14h pour commencer cette session socialement vôtre à 14h jusqu'à 15h. Merci à vous tous. Merci à vous.